Deux anciens coéquipiers, deux candidats au titre de MVP, deux superstars de la Ligue, deux mutants, deux rivaux de la conférence Ouest qui se retrouvent face à face dans une série du premier tour, le troisième face au sixième. Je vous propose mon analyse sur cette série entre les Houston Rockets et le Oklahoma City Thunder. Choc des titans ou série à sens unique. Je vous donne toutes les clés pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de cette confrontation. C'est parti, bon match à tous. Cette série Houston-Oklahoma City, choc des titans ou série à sens unique, vraie rivalité ou domination d'une des deux équipes, c'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette petite vidéo d'analyse sur la série avec toujours la même méthodologie. On s'appuie sur toute une panoplie de stats avancées de la saison régulière pour essayer de définir les forces et les faiblesses des deux équipes en présence et de déterminer quelles sont les opportunités et les menaces pour essayer de trouver un favori dans cette série. Comme vous le savez, les Rockets ont terminé 3e dans la conférence Ouest après une saison surprise. Personne ne les attendait à ce niveau. Le Thunder, privé de Durant parti à l'intersaison dernière, fait aussi une saison tout à fait correcte. Westbrook, le mutant, aura dans son sillage amené cette équipe à pratiquement 50 victoires et une 6e place à l'Ouest. C'est vraiment une belle performance, tant Westbrook semble esselé dans cette équipe du Thunder. Alors, je vous propose de commencer, tout seigneur, tout honneur, par l'analyse de l'équipe des Houston Rockets. C'est la deuxième meilleure attaque de la NBA. C'est l'équipe qui a le 3e plus haut pace de la ligue. Donc c'est une équipe qui aime jouer vite. C'est pas une surprise, c'est le fond de jeu préconisé par Mike D'Antoni. C'est du jeu rapide, du jeu rapide, du jeu rapide. Du côté des Rockets, on est la 18e défense, donc on est dans le ventre mou de la NBA avec une défense somme toute médiocre. On est 22e au rebond défensif, donc on n'est pas spécialement une équipe de rebond. Mais c'est pas étonnant quand vous avez une équipe avec pratiquement 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points pour du spacing, vous n'êtes pas vraiment en capacité d'attaquer le rebond offensif. Et puis inversement, quand vous jouez small ball, évidemment, vous avez un petit déficit de taille qui fait que dans la lutte au rebond, c'est difficile de verrouiller du rebond défensif. Ça se retrouve ici, 22e. C'est relativement faible au vu des bonnes performances globales de cette équipe. Côté Houston, on a le 3e meilleur efficiency, donc le pourcentage au tir efficace, donc la pondération des tirs à 2 points et des tirs à 3 points. Donc on a une belle capacité à trouver des tirs à haut pourcentage côté Rockets. On a tout misé à Houston sur le tir à 3 points. Ça, c'est vraiment la patte de Mike D'Antoni, puisque c'est un record absolu dans l'histoire de la NBA, c'est du jamais vu. On est pratiquement à 50% de tirs tentés au-delà de la ligne à 3 points. C'est... J'ai pas de mots, j'ai pas de mots quand vous saviez qu'il y a une dizaine d'années, être déjà au-delà des 30% de tirs à 3 points tentés, c'était quelque chose d'hors norme. Là, on est quasiment à 50%. C'est du jamais vu. Donc, on bombardement massif au-delà de la ligne à 3 points. Côté Rockets, c'est tout pour le tir à 3 points. On a de la quantité, mais on n'a pas forcément de la qualité. Voyez que en termes de réussite à 3 points côté Rockets, on est en milieu de tableau. On est en milieu de tableau, mais ça suffit finalement au vu du volume énorme de tirs tentés à 3 points. C'est suffisant pour avoir un pourcentage au tir réel relativement haut, parce que n'oubliez jamais que l'équivalent de 50% de réussite à 2 points, c'est 33% au-delà de la ligne à 3 points. Donc quand vous êtes à 35-7 dans la NBA moderne, vous n'êtes pas spécialement bon, vous êtes moyen, mais quand vous tentez la moitié de vos tirs à la moitié de vos tirs totaux à 35,7% de réussite à 3 points, ça vous permet d'avoir un pourcentage au tir réel aussi haut que celui qu'on a vu précédemment. Donc
on le disait, côté Rockets, on aime jouer vite. Et je me suis intéressé à la répartition de l'utilisation de l'horloge des 24 secondes côté Rockets. Et accrochez-vous bien, 45% des tirs de Houston sont tentés en moins de 9 secondes. Donc sont tentés alors qu'il reste encore 15 secondes sur l'horloge des 24 secondes. Donc c'est la fameuse attaque 7 seconds préconisée par Mike D'Antoni. Mais dites-vous que c'est effectivement du run and gun à l'état brut et que en moins de 10 secondes, et bien dans un cas sur deux, l'équipe des Rockets elle va déclencher un tir avec une belle adresse d'efficacité à 2 points et une adresse somme toute moyenne à 3 points. Alors, comment se répartit la sélection de tir de cette équipe des Rockets? Eh bien, ça n'est pas une surprise, c'est une équipe, mais on le savait déjà, mais c'est toujours bien d'aller au-delà des intuitions, c'est une équipe qui est complètement binaire, c'est une programmation informatique, ces Rockets, c'est 1-0, c'est tout binaire, c'est soit on va dedans, mais vraiment au plus près du cercle pour finir fort près du cercle, soit on bombarde au-delà de la ligne. Regardez, il n'y a quasiment pas de tir à mi-distance. C'est in the paint ou au-delà de la ligne à 3 points. C'est vraiment fascinant. Répartition maintenant des qualités d'adresse de cette équipe de Houston, la shooting chart. Donc je vous le rappelle, plus les carrés sont larges, plus on a tenté en volume de tir depuis cet endroit du terrain, et plus ils sont vers le rouge, et bien plus on a un pourcentage au-delà de la moyenne NBA, et puis à contrario, plus ils tirent vers une couleur froide, vers le bleu, et moins on a un pourcentage au tir qui se rapproche de la moyenne NBA. Alors, voyez que côté Rockets, on a quand même des qualités de finition, de tir, qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne près du cercle, et qui sont somme toute encourageantes au-delà de la ligne à 3 points, spécifiquement dans l'axe panier-panier et du côté gauche à 45 degrés, plus dans le corner. Ça c'est l'effet Ariza ou l'effet Ryan Anderson. Il y a un petit peu d'adresse aussi intéressante dans le corner. Si on regarde maintenant la capacité du Thunder à défendre les tirs, donc ça c'est la shooting chart défensive de cette équipe d'Oklahoma City, et bien on se rend compte que cette équipe du Thunder, on est bien sur la défense, cette équipe du Thunder défend très très bien les tentatives de tir près du cercle, puisque on a une défense du Thunder qui force des tirs près du panier en deçà de la moyenne NBA. Par contre, on n'est pas très à l'aise pour ce qui est de la protection des tirs à 3 points, parce que globalement, au-delà de la ligne à 3 points, la défense du Thunder fait moins bien que la moyenne NBA. Donc on va très difficilement, face à cette équipe d'Oklahoma City, finir près du cercle, mais à contrario, on va un peu plus facilement trouver des tirs ouverts à 3 points et pouvoir sanctionner au-delà de la ligne. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que cette équipe de Houston, on vient de le voir, ils bombardent massivement au-delà de la ligne à 3 points. Donc si vous n'avez pas une défense en capacité de contester ces tirs, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour matcher. Voyez, c'est ce qu'on voit ici, c'est la confirmation en stats brutes de la shooting chart colorée que je vous ai montré. Du côté de Houston, quand on est à moins de 2,5 mètres du cercle, eh bien, on est à 60% de réussite, c'est le deuxième meilleur pourcentage de réussite de la NBA. Et puis, au-delà de 24 feet, donc de 24 pieds, au-delà de la ligne à 3 points, en fait, on tente un volume de tir absolument mammouthesque, avec un pourcentage de réussite somme toute moyen. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est confirmé par ces stats. Globalement, la composition de la défense du Thunder, c'est pareil, c'est la confirmation de la shooting chart défensive colorée que je vous ai montré pour cette équipe du Thunder. Eh bien, on a pour la protection des tirs à moins de 2,5 mètres du panier, une des top défenses de la NBA, parce qu'on va limiter les adversaires directs à 56% de réussite au tir sur des tirs qui sont normalement à plus de 60% de réussite. Donc ça, c'est bien. Par contre, voyez qu'au-delà de la ligne à 3 points,
c'est ce qu'on voit ici. Eh bien, on est par contre dans le ventre mou de la NBA. On laisse les adversaires directs à 36% de réussite à 3 points, donc on retrouve cette capacité, on défend bien près du cercle, mais beaucoup moins bien au-delà de la ligne à 3 points. Idem ici, avec l'analyse de la défense tout près du cercle, pour le Thunder, eh bien, on a un plus-minus qui est à l'avantage de cette équipe du Thunder, puisqu'on va faire mieux, si vous voulez, défensivement que la moyenne NBA. Et pour ce qui est des 3 points, on va faire globalement ce que la moyenne NBA, on va faire globalement ce que les autres équipes en moyenne font en NBA, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Tout ça, ça confirme tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est la continuité de l'analyse. Alors, il y a une chose intéressante, quand on compare ces deux équipes, c'est que, quelque part, c'est deux équipes qui sont construites un peu de la même façon. Il y a une superstar absolue, Harden d'un côté, Westbrook de l'autre, et on va avoir une attaque collectivement autour de ces stars qui est relativement basique. Regardez ici, Thunder et Rockets sont les deux équipes qui font le moins de passes. Donc c'est les deux équipes où la balle va le moins circuler en attaque. Côté Rockets, ça s'explique très simplement, on est dans du 7 seconds de D'Antoni, c'est une passe, un tir. Donc dès lors que, au bout d'une passe, il y a un tir qui se déclenche, on ne va pas spécialement faire tourner, on ne va pas faire spécialement 5-6 passes avant de trouver un tir, donc le ballon circule peu. Et côté Thunder, on est plus effectivement dans une espèce de monopolisation du ballon de Westbrook, et c'est la même chose, ça va être un écran haut, un petit pick and roll, mais une circulation du ballon qui est relativement basique. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que quand vous avez une attaque qui fait relativement peu circuler le ballon, eh bien c'est relativement facile à défendre. C'est assez facile quand vous n'avez pas de danger à l'opposé du ballon sur le côté faible, c'est assez facile de surcharger côté fort, côté ballon, et bien d'essayer de contester les tirs. Et finalement, on a un choc de deux profils similaires qui vont pouvoir s'appréhender de la même façon défensivement, et je trouvais ça intéressant à noter. Alors, je vous propose, maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes les composantes de cette attaque des Rockets, qu'on rentre vraiment dans le détail de que fait Houston dans sa structure d'attaque et quel est son niveau de performance dans ses compartiments d'attaque. Alors, pour ce qui est de l'attaque de Houston, ce que l'équipe fait le plus, oh surprise, c'est des tirs de champ, c'est des spot-up. On bombarde de loin, forcément on va pas bombarder de loin en lay-up ou en fade-away de haut panier, on bombarde en tir de champ. 20% du temps, Houston fait les spot-up, fait les tirs de champ avec une efficiency, un percentile si vous voulez, à 69. Donc c'est un indice 100, donc quand vous avez 69, ça veut dire qu'il y a 31% des équipes NBA qui font mieux que vous. Donc en gros, sur 30 équipes, il y a un tiers qui fait mieux, donc il y a une dizaine d'équipes qui sont plus efficaces que vous dans ce compartiment-là, c'est ce qu'on voit ici. Donc quand les Rockets y mettent en moyenne 1,03 points par possession sur les tirs de champ, ils sont dans le top 10 de la ligue, on va dire ça comme ça. Toujours intéressant à opposer à la capacité, cette fois-ci du Thunder, à défendre ses tirs de champ. Et là, on voit que l'équipe du Thunder, elle est en milieu de tableau, donc avec un percentile à 58, pour ce qui est de la capacité à contester les tirs de champ. C'est ce qu'on avait plus ou moins vu tout à l'heure, hein. On avait vu qu'ils n'étaient pas spécialement à l'aise pour défendre les 3 points, et ça se confirme ici. Donc, avantage, clairement, Rockets pour ce qui est du tir de long. Deuxième composante de l'attaque de Houston, le pick and roll porteur de balle. Évidemment avec Harden qui a joué énormément meneur. Pratiquement 30 à 40% du temps quand Harden était sur le terrain, il jouait en fait sur un poste de meneur. Donc on a eu énormément de séquences en pick and roll porteur de balle avec James Harden. Donc les Rockets, voyez que 18% du temps, ils font du pick and roll porteur de balle avec un percentile à 93. Ça veut dire que c'est une équipe extrêmement efficace sur le pick and roll porteur de balle. C'est de James Harden effect.
Ça, il n'y a pas d'autre mot. Côté Thunder, pour la défense du pick and roll, eh bien, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Avec défensivement, on est bien sur de la défense, un indice 76. Donc, j'ai envie de dire, petit avantage Rockets, mais pour ce qui est de défendre le pick and roll, l'équipe de OKC a du personnel, a des joueurs qui sont appliqués, sont disciplinés et sont en capacité de bien contester le porteur de balle sur le pick and roll, mais une nouvelle fois, petit avantage Rockets. Troisième composante de l'attaque de Houston, bien entendu, c'est la transition. L'équipe veut accélérer, veut jouer vite, veut lancer des contre-attaques, et ça se retranscrit ici, puisque dans 18% des séquences d'attaque de Houston, on va avoir de la transition, on va avoir du jeu rapide, avec par contre là, un percentile à 45. Donc avec un niveau d'efficacité très moyen dans la ligue. Par contre, toujours relativisé. Quand vous êtes sur de la transition et qu'on parle d'un percentile moyen, on va quand même chercher du 1,08 points par possession, ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup plus, par exemple, que, souvenez-vous, quand on analysait les points par possession sur le pick and roll porteur de balle. Donc tout ça, c'est à relativiser. Même si les Rockets sont relativement peu efficaces dans les points en transition, le fait qu'ils en génèrent un volume énorme fait que dans leur performance d'attaque, ils sont quand même haut classés. Défensivement, l'équipe du Thunder défend par contre très très bien la transition. Indice 86, on limite les adversaires directs à 1,04 quand les Houston font du 1, quand les Rockets font du 1,08. Donc très clairement là on a un petit avantage pour l'équipe d'Oklahoma City. Et puis dernière phase de composition de l'attaque de Houston, c'est l'isolation. C'est pas une surprise, combien de fois on a vu Harden dribbler de longues secondes pour tenter un tir en step back. Eh bien il faut croire que ça marche plutôt pas mal côté Houston. On a un indice pratiquement 90 en percentile sur le jeu en isolation. Par contre c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à relativiser parce que de l'ISO à 0,95 points par possession, c'est pas ce qu'on peut trouver de mieux en attaque, mais si jamais Houston était amené à en faire, eh bien, il pourrait le faire avec un niveau d'efficacité intéressant dans la ligue. Et défensivement, le Thunder n'est pas super à l'aise pour la défense de l'isolation, puisqu'on a un percentile à 48 et on est dans le ventre mou de la NBA pour défendre le 1 contre 1 adverse. On vient de le voir, de très belles qualités d'attaque côté Rockets. Bombardement massif au-delà de la ligne à 3 points, de l'agressivité sur le pick and roll et également de belles qualités de finition près du cercle. Si on analyse un petit peu dans le détail la production par position, on se rend compte que sur la ligne arrière, cette équipe de Houston a un très net avantage comparatif sur ses adversaires directs, ça c'est le James Harden effect, mais par contre sur le front de courte, c'est beaucoup plus litigieux. Si on compare ça avec l'équipe du Thunder, eh bien, on retrouve un petit peu les mêmes schémas, mais là, c'est encore plus binaire côté OKC, puisqu'on a le Westbrook effect, avec un poste de meneur où on a une surproduction par rapport aux adversaires directs, et après, par contre, c'est le grand vide. C'est le grand vide, puisqu'il n'y a que sur le poste de pivot où on fait un tout petit peu jeu égal avec les adversaires directs, et pour le reste, on est clairement en difficulté, donc ça veut dire qu'on a des adversaires directs qui, quand ils sont sur le terrain, produisent plus de points, de rebonds, de passes décisives, d'interceptions, de contres, de paniers que les joueurs du Thunder. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, maintenant à l'équipe d'Oklahoma City, 17e attaque de la NBA à l'issue de la saison régulière, 10e défense. L'équipe a donc plutôt un profil défensif. C'est également une équipe qui a un pourcentage au tir réel relativement faible. Donc on n'a pas une sélection de tirs à haut pourcentage du côté de cette équipe de OKC. Là où on va réussir à s'en tirer, malgré cette maladresse, c'est dans la capacité à arracher des rebonds offensifs, puisqu'on est la meilleure équipe de la NBA au rebond offensif. Parce que ce que vous voyez ici,
être 24e en pourcentage au tir efficace, devrait normalement vous placer à la 24e place en termes de qualité d'attaque. Or, on a vu l'équipe du Thunder, elle est 17e. Donc, la perte d'efficacité est compensée par la suragressivité au rebond offensif. Et ça, c'est clairement le fond de commerce de cette équipe d'OKC. C'est, entre guillemets, bananer, envoyer des briques qui sont récupérées après au rebond offensif et ça permet des points en seconde intention qui du coup maintiennent l'efficacité offensive, puisque quand vous prenez un rebond offensif, on est sur la même possession, ça ne réinitialise pas la possession, et si vous marquez derrière en deuxième intention, eh bien dans les stats avancées, on a considéré que sur la même position vous avez finalement marqué. Et c'est comme ça que, en termes d'efficacité offensive, l'équipe du Thunder est 17e. Autre composant important de la relative efficacité de cette équipe d'OKC, c'est la capacité à aller tenter des lancers francs. 4e free throw rate, donc capacité à tenter des points depuis la ligne des lancers très élevée. On va provoquer des fautes côté Thunder. Par contre, un petit peu comme les Clippers, souvenez-vous dans l'autre vidéo, eh bien on n'a que la 26e adresse au lancer franc de la ligue. Donc une nouvelle fois, on a du côté d'OKC du volume, de la quantité, mais pas spécialement de qualité. Donc on tente beaucoup de lancers, mais on en rate aussi beaucoup. On a également une rigueur avec le ballon qui est somme toute moyenne, puisqu'on est la 24e équipe pour le ratio de perte de balle, le pourcentage de perte de balle en moyenne pour 100 possessions. Donc en gros, quand l'équipe du Thunder joue 100 possessions, il y en a 15 qui finissent en perte de balle. Pourquoi cet élément est très important? Parce que souvenez-vous, l'équipe des Houston Rockets, elle aime jouer rapidement en transition, elle aime lancer la contre-attaque. Et quand vous n'êtes pas rigoureux face à une équipe comme ça qui aime courir, qui aime jouer vite, eh bien ça va se payer cash. Vous allez perdre une balle qui va automatiquement derrière se transformer en du jeu rapide et qui va finir sur un 3 points ouvert ou sur un lay-up à haut pourcentage en dessous. Donc ça, c'est une vraie problématique pour cette équipe du Thunder. Regardons maintenant la shooting chart d'OKC, la shooting chart d'attaque. Il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de couleurs froides. On retrouve cette grosse maladresse globale de l'équipe dans les tirs de champ. Il n'y a que finalement tout près du cercle où on est dans les standards de la NBA, on est dans la moyenne de la NBA, et un tout petit peu ici là dans les tirs à 3 points à 20 degrés. Sinon dans tous les autres compartiments, eh bien, on a une adresse qui est inférieure à la moyenne NBA. Voyez aussi que dans la sélection de tirs, dans les volumes de tirs tentés aux différents endroits du terrain, autant côté Rockets c'était complètement binaire, autant côté Thunder, eh bien on a un petit peu plus de variété. On a toujours effectivement beaucoup de tentatives de tir près du cercle, également beaucoup de tirs à 3 points tentés, mais on a aussi toute une constellation de tirs tentés comme ça à mi-distance, des tirs qui ne sont pas forcément des tirs à haut pourcentage. Ça n'aide pas cette attaque du Thunder à aller trouver de l'efficacité. Défensivement, comment cette équipe des Rockets conteste les tirs adverses? Voyez que pour ce qui est de la contestation des tirs à 3 points, on est bien côté Rockets. On a une défense qui gêne bien les tireurs à 3 points adverses, puisque globalement, au-delà de la ligne à 3 points, les adversaires des Rockets ont une adresse inférieure à la moyenne NBA. Par contre, oh là là, dès lors qu'il s'agit d'aller protéger son panier côté Rockets, c'est la catastrophe, parce que les adversaires directs de Houston arrivent à avoir des pourcentages de réussite près du cercle qui sont nettement au-deçà de la moyenne NBA. Alors vous me direz comment c'est possible? Eh bien, très simplement. C'est possible très simplement parce que comment vous arrivez à marquer des points près du cercle? C'est soit en contre-attaque, et ça, c'est parce que l'équipe de Houston perd beaucoup de ballons.
ils perdent beaucoup de ballons parce qu'ils veulent jouer, ils jouent un peu tout-fou, il faut appeler un chat un chat. Forcément, vous perdez des ballons, derrière vous lancez des contre-attaques et vous laissez des paniers ouverts en dessous à vos adversaires. Et puis il y a une autre explication, c'est que quand vous avez dans l'équipe des joueurs comme James Harden qui ne viennent pas aider parce qu'ils n'ont pas un QI basket défensif dès lors qu'ils sont loin du ballon très développé, eh bien vous renversez un peu le ballon, vous ouvrez en fixant un coéquipier tout seul qui peut aller finir en lay-up en dessous. On retrouve effectivement côté Houston, dès lors qu'on va tenter des tirs à moins de 2 mètres du panier, eh bien on retrouve cette défense catastrophique. On laisse les adversaires directs à 65,7% de réussite, ce qui est 4,2 points de pourcentage supérieur à la moyenne NBA. Donc Houston, on a un gros problème de défense du cercle. Et puis on retrouve ce que je vous disais aussi, par contre, une très bonne défense des tirs à 3 points adverses. Là où cette grosse faiblesse défensive des Houston Rockets dans la protection de leur panier peut être très intéressante pour OKC, c'est que l'équipe du Thunder est l'équipe qui tente le plus de paniers près du cercle, avec un pourcentage de réussite somme toute correct. Donc on aime attaquer le cercle côté Thunder, et ça peut être vraiment une carte à jouer face aux Rockets pour aller trouver des points à haut pourcentage en attaque. Dans la même veine, côté Thunder, on n'est pas spécialement une équipe de bombardiers à 3 points. On tire à peu près moins de 30% du temps au-delà de la ligne à 3 points, ce qui place l'équipe, on va dire, dans le top 12, dans le top 13 des équipes qui tentent le moins de tirs à 3 points en NBA. Et pourquoi on en est là? Pourquoi on tente finalement peu de tirs à 3 points côté Thunder? Parce que on a la lucidité d'accepter qu'on est très maladroit au-delà de la ligne à 3 points. On a le deuxième plus faible pourcentage à 3 points de la NBA. Donc, en toute intelligence, on est maladroit à 3 points, donc on ne tire pas beaucoup à 3 points côté Thunder. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée, mais ça va un peu à l'encontre des usages et de la mode actuelle en NBA. Donc, pour résumer, vraiment du côté d'OKC, on aime se rapprocher du cercle, on aime attaquer le cercle ou jouer sur des séquences en post-up dos au panier, et on ne tire pas énormément au-delà de la ligne à 3 points parce qu'on est très maladroit au-delà de la ligne à 3 points. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le détail de l'analyse des différentes composantes de l'attaque de cette équipe du Thunder. Donc, première chose qu'on fait en attaque côté OKC, c'est des tirs de champ. C'est des tirs de champ, mais à un volume relativement faible. L'attaque du Thunder, en fait, est beaucoup moins stéréotypée que l'attaque des Rockets, et on va faire finalement pas mal de choses assez différentes. On va avoir relativement pas mal de polyvalence dans cette attaque du Thunder à mettre quand même entre crochets, parce que si vous avez beaucoup vu de matchs d'OKC cette saison, il n'y a pas quand même de grosses structures d'attaque, beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de collectifs, comme ça peut être le cas du côté par exemple de l'équipe des Warriors, mais on n'est pas non plus dans un schéma, donc il faut quand même le signaler, où on va surabuser de 1 ou 2 compartiments d'attaque. On a quand même une répartition relativement homogène. Donc, première chose qu'on fait du côté du Thunder, c'est des tirs de champ. On vient d'en parler, 16% du temps et 17 unités de percentile. Donc ça veut dire qu'il y a 83% des équipes de la NBA, des autres équipes de la NBA qui sont plus à droite que l'équipe d'OKC, plus efficaces que l'équipe d'OKC pour les tirs de champ. Donc clairement, Oklahoma City n'est pas une équipe d'adresse, ni à mi-distance, ni à 3 points. Comment cette équipe de Houston, l'adversaire direct, eh bien, défend ces tirs de champ? On l'a vu plutôt pas mal et c'est confirmé par ses stats avancées. On a 62 de percentile, donc ça va être encore plus compliqué pour l'équipe du Thunder de mettre des tirs de loin. Deuxième chose que l'équipe d'OKC fait le plus, c'est de la transition. C'est du jeu rapide, on aime aussi accélérer
côté Thunder, et dès qu'on peut avoir des stops défensifs, derrière on va essayer de pousser un petit peu le tempo. Vous voyez qu'on a la quatrième fréquence d'utilisation du jeu rapide en transition côté Thunder, mais on n'a que 27,6 de percentile. Donc on veut pousser, on veut jouer vite, mais il n'y a pas les capacités de finition à la clé pour trouver des paniers à haut pourcentage. Alors c'est toujours à relativiser, comme tout à l'heure, souvenez-vous du côté des Rockets, parce qu'on parle quand même de paniers à 1,08 points par possession, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, donc même quand vous êtes finalement très maladroit sur de la transition, si vous le faites dans un volume relativement conséquent, eh bien ça vous permet de tirer votre attaque vers le haut. Comment l'équipe des Rockets défend la transition? Eh bien mal, très mal même. On n'a que 24 de percentile en défense de la transition, donc le repli défensif des Rockets n'est pas bon. Ça me surprend qu'à moitié, parce que pour être une très bonne équipe de repli défensif, il faut avoir une défense disciplinée et de qualité. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que l'équipe des Cavs est la plus mauvaise équipe de la ligue pour la défense de la transition, pour le repli défensif, parce que il faut communiquer, il faut changer. On n'est plus dans un marquage individuel, il y a beaucoup de communication, de discipline et de défense collective qui s'impliquent, et ça n'est jamais surprenant de voir les défenses les plus faibles de la ligue sur le plan collectif faillir pour ce qui est de la défense de la transition. Troisième composante de l'attaque du Thunder, le pick and roll porteur de balle. Et bien voyez, je m'attendais à ce que l'équipe d'Oklahoma City soit beaucoup plus gourmande en pick and roll porteur de balle, parce que combien de fois on a vu sur des fins de match high pick and roll pour Westbrook, high pick and roll pour Westbrook, high pick and roll pour Westbrook. Et bien finalement dans le volume général de pick and roll de la NBA, l'équipe du Thunder n'est pas en surutilisation du pick and roll. On a un taux d'usage relativement moyen dans la NBA, par contre avec un percentile très très faible à 34 et des points par possession à 0,82. Donc on utilise quand même un petit peu le pick and roll porteur de balle côté Thunder, et les fois où on l'utilise, eh bien il est utilisé à mauvais escient entre guillemets, puisque derrière on n'a pas spécialement d'efficacité offensive à la clé. Et là où c'est encore plus inquiétant pour l'équipe de OKC, c'est que les Rockets sont la meilleure équipe de la NBA en défense du pick and roll porteur de balle. Merci Patrick Beverley, il y a clairement un Beverley effect dans ce niveau de défense du pick and roll porteur de balle, mais ça va être problématique. Ça va être problématique pour cette équipe du Thunder, parce qu'ils étaient déjà pas super à l'aise dans ce compartiment, et si en plus il est extrêmement bien défendu, l'équipe va avoir du mal. L'équipe va avoir du mal. Et puis, dernière chose que cette équipe du Thunder exécute en attaque, c'est du post-up, c'est de la fixation dos au panier. Alors, c'est suffisamment rare dans la NBA moderne pour le souligner, mais voilà, l'équipe du Thunder aime jouer dos au panier au poste bas. Plus de 10% du temps, c'est ce qu'il déroule en attaque. Et par contre, on retrouve une efficacité offensive médiocre, voire très médiocre, avec un percentile à 34. Ça veut dire qu'il y a 65% des équipes NBA qui sont plus efficaces dos au panier que cette équipe du Thunder. Et puis défensivement, vous voyez que les Rockets, sans être excellents, ils sont dans le ventre mou de la NBA à 58 de percentile sur les post-up, donc ils auront du répondant à offrir à cette équipe d'OKC. Que peut-on donc tirer en bilan de l'analyse des stats avancées de ces deux équipes? On a clairement un ratio attaque-défense qui est en faveur des Rockets. On a une équipe de Houston qui va poser beaucoup de soucis défensivement à cette équipe du Thunder, avec notamment la pluralité de sa capacité à sanctionner à 3 points, sa capacité à accélérer le tempo, récupérer des pertes de balles pour aller scorer en transition de l'autre côté du terrain. Côté Thunder, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de trouver de l'attaque, parce que finalement dans la contestation des tirs de champ et la défense du pick and roll, l'équipe de Houston répond présent. Là où on a peut-être une carte à jouer
du côté de la bande à Westbrook, c'est dans l'agressivité vers le cercle. Parce qu'on l'a vu, l'équipe des Rockets ne protège pas bien son panier. Donc on va avoir tout intérêt à tomber dans une guerre des opposés dans cette série, avec d'un côté une équipe de Houston qui va plus que jamais miser sur le tir extérieur. Et si ça passe, ça passera largement et Houston sera en capacité de vraiment exploser l'équipe du Thunder. Si la bande à Westbrook arrive à relativement bien contester les tirs et que de l'autre côté ils jouent en intelligence en ne tombant pas dans le piège du tir ouvert que va tendre l'équipe des Rockets, mais en se concentrant sur l'agressivité et en se forçant à attaquer le cercle, à aller provoquer des fautes et à aller chercher des paniers à haut pourcentage en dessous, on peut créer une mini surprise. Mais globalement, on a quand même l'impression que du côté du Thunder, on va manquer d'armes en attaque et que défensivement, on risque d'être un petit peu court pour parvenir à neutraliser une attaque qui est quand même relativement omnipotente du côté des Rockets. Parallèlement à ça, quand on analyse les lineups, donc les 5 qui sont mis en place par cette équipe du Thunder, on se rend compte que dans le top 10 des 5 les plus utilisés par cette équipe, il y en a 5 qui ont un bilan en victoire extrapolée qui est négatif. Donc ça rejoint encore l'analyse que je vous livrais précédemment, c'est que finalement, au-delà de la capacité de Westbrook à porter son équipe, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose côté Thunder, et face à la pluralité de dangers qui existent du côté des Rockets, ça va vraiment être problématique. Là par contre, où il y a un point qu'il ne faut pas occulter, qui est important, c'est dans la gestion des fins de match. Comme dans ma vidéo précédente sur la série Clippers Jazz, on a une dualité, si vous voulez. On a une situation qui est assez spectaculaire, qui est à noter dans la capacité à finir les fins de match serrées. On est toujours dans les 3 dernières minutes, dans des rencontres à 3 points d'écart, ou moins. Donc il peut y avoir moins 1 point, moins 2 points, ou moins 3 points. Vous voyez que du côté du Thunder, on a joué 76 minutes cette saison dans cette situation-là, et qu'au final, on s'en est tiré avec 21 victoires pour 12 défaites, et que dans ces séquences finalement ultra serrées dans les fins de match, on a un net rating entre l'attaque et la défense positif de 28 unités. Donc on a du côté du Thunder très bien su négocier les fins de match. Ça c'est encore un Westbrook effect. Vous voyez, on avait un peu l'image, moi le premier, d'un Westbrook qui tuait un petit peu son équipe dans les fins de match avec une sélection de tirs un peu approximative. Ça n'est plus vrai cette saison. Alors c'est très clairement tout pour Westbrook, parce que regardez le nombre de passes décisives réalisées par cette équipe du Thunder dans ces fins de match, il est ridiculement bas. Donc c'est très clairement le hero mode total sur Westbrook, mais ça passe. Ça passe et ça permet à cette équipe du Thunder d'avoir un très bon bilan dans les fins de match serrés, ce qui est un petit peu moins vrai pour cette équipe des Rockets qui, vous voyez, a un bilan somme toute positif, à 15 victoires, 11 défaites, mais qui a un net rating qui est moins marqué, avec un plus 6, ça reste honorable, mais si vous voulez, dans une guerre de tranchées sur une fin de match, l'équipe du Thunder, à l'image de l'équipe du Jazz, serait plus en capacité de l'emporter. Là où c'est également très intéressant, c'est que quand vous comparez les performances de clutch, donc les performances dans les fins de match serrées des deux superstars mutants des deux équipes qui s'affrontent, on a d'un côté un James Harden qui a été sur le terrain dans 99% des séquences en quatrième quart-temps ou en prolongation où il y avait moins de 5 minutes à jouer et moins de 5 points d'écart. Et bien quand il a été sur le terrain, son équipe a été nullissime en défense et ils ont un ratio points encaissés, points marqués négatif et un bilan victoire-défaite négatif. Voyez que la plupart du temps, il s'est contenté de tirer sur des tirs à mi-distance, sur des jump shots,
avec un pourcentage très très faible et que ses capacités de rigueur avec le ballon n'ont pas été bonnes, puisque dans ses moments passés sur le terrain, eh bien, il a commis 5 fautes offensives, 5 mauvaises passes, il a perdu 10 ballons et il a du coup une évaluation, ça c'est proposé par 82 Games, et ça permet de comparer, c'est basé, c'est pas une stat brute en elle-même, mais c'est plus une donnée, un indice qui permet de comparer des joueurs entre eux. Il a un hands rating à 13,1, ce qui est relativement faible. Donc on a dans les fins de match serrés un James Harden qui banane, parce que c'est hero ball côté Rockets, et James Harden eh bien, n'arrive pas à surclasser la défense et il envoie des briques, et derrière il perd des balles. Donc ça c'est vraiment problématique, et à contrario, quand vous comparez avec Russell Westbrook, eh bien, vous voyez que lui il était sur le terrain dans 96% du temps dans ses fins de match serrés, et qu'il a enregistré un net rating pour son équipe de 27,8 unités, et qu'au final le Thunder a enregistré 28 victoires pour 11 défaites, avec une belle adresse au tir à mi-distance, une belle adresse pour les finitions près du cercle, et un hands rating à 23,7, donc pratiquement 2 fois mieux que Harden. Donc on a vraiment un duel des opposés pour ce qui est de la gestion des fins de match serrés, avec un Westbrook qui fait vraiment le boulot, avec une belle efficacité, je suis le premier surpris, et un Harden qui, à contrario, eh bien, cafouille pas mal son basket dans les fins de match. Vous voyez comme quoi, je vous ne le répéterai jamais assez, les stats avancées sont hyper importantes parce qu'elles permettent d'aller au-delà des intuitions, et si vous discutez avec quelqu'un et vous lui demandez, tant sur une fin de match serrée, tu donnes la balle à qui? Tu la donnes à Westbrook ou à Harden? 90% des joueurs vous diront non mais attends, je la donne à Harden, c'est évident. Westbrook, combien de fois on l'a vu balancer des briques, alors certes il y a de temps en temps un panier qui rentre Ave Maria ou on crie au génie, mais combien de fois on a vu balancer des briques? Eh bien quand vous regardez les stats avancées, ça eh bien c'est un a priori, parce que la réalité elle est tout autre. Donc toujours important d'avoir ça en tête. Globalement, on a donc effectivement un rapport de force qui est quand même plutôt favorable aux Rockets. On l'a vu sur cette vidéo, c'est parfois flagrant, tant sur les qualités d'attaque que sur les qualités de défense. L'équipe du Thunder finalement ne peut s'en tirer que d'une façon, en étant hyper agressif vers le cercle et en surclassant en intensité cette équipe des Rockets. Très clairement, au même titre que dans la série Jazz versus Clippers. Vous allez me dire, mais Black, tu nous dis tout le temps ça, donc forcément ça va se vérifier. Mais pour moi, il n'y aura que 2 scénarios possibles de match entre cette équipe des Rockets et cette équipe du Thunder. C'est soit les Rockets vont gagner de 30 points, parce que ça va être une orgie de tirs à 3 points que l'équipe du Thunder ne va pas réussir à défendre, et derrière les Rockets, ils vont passer finger in the nose et ils vont gagner de 30 points. Soit effectivement, la maladresse va être au rendez-vous, les Rockets vont un peu cafouiller, et derrière au forceps, l'équipe du Thunder, en étant agressif au rebond offensif, en allant provoquer des fautes, en allant marquer des lay-ups en dessous, ils vont réussir à rester au contact, et on va être dans une fin de match serrée qui sera très clairement à l'avantage de l'équipe de Westbrook, et on peut voir le Thunder s'imposer comme ça sur le fil. Donc, il est pour moi impossible de voir le Thunder s'imposer de 25 points. Si OKC s'impose, ça sera dans une fin de match serrée et ça se jouera sur les dernières possessions. A contrario, les Rockets, quand ils s'imposeront avec une grosse marge. Au final, on a une équipe des Rockets qui semble quand même être la grande favorite pour s'imposer dans cette série. Ça restera quand même un choc très intéressant à suivre, un duel à distance entre 2 anciens coéquipiers, ça promet pas mal d'intensité. L'équipe de Westbrook n'a rien à perdre, donc ils n'ont pas vraiment de pression à l'abord de cette série. Ça sera à suivre ensemble, à très bientôt. Un merci tout particulier à tous ces basketologues qui me soutiennent financièrement via la page Tipeee, et merci à tous de votre fidélité, à très bientôt. Et comme toujours, bon match à tous.